Bonjour à toutes et tous. Certains d'entre vous trouveront probablement que Marion Evaldi, la rédactrice en chef de Vitisphère, qui est votre animatrice habituelle pour ces webinaires, a une drôle de voix aujourd'hui. Ne touchez rien à vos paramètres audio, Marion étant souffrante, elle n'a pas été en mesure d'être avec vous, mais m'a demandé de vous saluer de sa part. Cette absence nous a obligés à nous réorganiser en dernière minute et je sollicite donc votre bienveillance face aux petits couacs que nous pourrions rencontrer dans cette situation. Je me présente, je suis Denis Bost, je suis éditeur du site d'information Vitisphère et de la revue La Vigne, revue mensuelle à destination de la filière viticole française. Je suis très heureux d'être avec vous en ce début d'après-midi. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre 6e épisode de la série sur l'export face au Covid, réalisé par Team France Export et Vitisphère dans un excellent partenariat dont nous sommes très heureux de vous faire partager les fruits. Nous allons aujourd'hui explorer l'Inde, cet immense pays qui s'ouvre peu à peu à l'importation de l'alcool et notamment des spiritueux. Vous êtes plus de 200 personnes à vous être inscrits pour cette session et nous tenions à vous souhaiter la bienvenue pour tous ceux qui sont les nouveaux participants et à remercier également tous les autres pour leur fidélité. En premier lieu, je voulais passer la parole à Santiago Diaz-Ehrenschmidt, qui est chef du service vin et spiritueux, bière et cidre chez Business France. Santiago, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Denis, merci. Je vais très bien. J'espère que vous tous aussi et que les vignerons, vous n'avez pas été trop impactés par les seins de glace. Donc merci à nouveau d'être tous ici, les fidèles et les nouveaux. Et je remercie à nouveau, ça devient une habitude, vraiment toute la profession qui est solidaire en ce moment et qui fait vraiment le relais de ces solutions d'information qu'on a ensemble avec Vitisphère et la Team France Export. Donc merci aussi donc aux agences régionales de développement, au CNIV, aux interprofessions, du relais et du soutien. Donc Vitisphère et la Team France Export, on continue à vous accompagner. On s'est unis pour ça, pour vous préparer le mieux possible à la reprise et même actuellement en période de soutien. Donc vous pouvez retrouver tous ces webinaires, donc on en est à la moitié du programme, vous les retrouvez sur le site de Vitisphère. Et sur le site teamfrance-export.fr, vous pouvez aussi retrouver le suivi régulier de l'état des marchés globaux sur le live marché Covid, ainsi que rentrer en contact avec vos conseillers internationaux de proximité qui sont vraiment là pour vous aider et vous accompagner en cette période pour vous préparer vraiment à cette période de rebond et de reprise. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire à tous et une très bonne reprise d'activité export dès que possible. Merci Denis. Merci Santiago, merci beaucoup. Une petite nouveauté pour ceux qui ont été voir les replays sur le site de Vitisphère, nous avons également rajouté les présentations en téléchargement. Nous avons eu beaucoup de questions par mail pour nous demander les présentations. Sachez que nous les avons mises en téléchargement sur le site Vitisphère dans les pages des replays. Avant de rentrer dans le vif du sujet qui vous intéresse, il est important de vous rappeler quelques bases techniques et comment nous allons fonctionner aujourd'hui dans l'interface. Je sais que parmi vous, un certain nombre nous écoutent depuis plusieurs sessions, mais d'autres sont nouveaux. Et donc, certains sont des pros, d'autres découvrent. Dans un premier temps, les experts de Team France Export vont prendre la parole pour partager avec vous leur exposé. Et vous pourrez prendre la parole et poser vos questions par la suite. Pour cela, vous pouvez le faire par écrit ou par oral grâce aux deux outils dédiés sur la console qui se situent à droite de l'écran. C'est ce que vous avez en ce moment sur la présentation. Pour la question écrite, ouvrez la console à droite de l'écran en cliquant sur la flèche orange. Tapez votre question, indiquez éventuellement à qui elle s'adresse si vous avez identifié et envoyez. Je me chargerai de les poser à nos intervenants et nous essaierons de répondre au maximum de ces questions durant la session des questions-réponses. Pour les questions orales, cliquez sur la main quand le voyant devient vert. Vous pourrez prendre la parole. Vous avez un système de petites mains levées comme on le retrouve dans Zoom, une application que vous avez sûrement tous utilisée pendant la période de confinement. Si vous cliquez par erreur sur la main et que vous n'ayez pas de questions à poser, vous pouvez recliquer sur cette main pour désactiver votre demande.
Voilà qui est notre mode de fonctionnement aujourd'hui. On va donc, sans plus attendre, rentrer dans le vif du sujet. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 intervenants, Santiago s'étant présenté. Nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Moreau-Lalanne, qui est attachée agricole de l'ambassade de France en Inde, qui sera ensuite relayée par Olivier Delbecq, qui est chef du pôle agrotech du bureau Business France en Inde, et qui nous apportera, avec un de ses contacts, Magandep Singh, sommelier et directeur de Wynot Beverage Solutions, une vision très précise de la situation et du marché indien. L'Inde reste un pays relativement peu exploré par la filière vitivinicole française et je crois que nous avons besoin de revoir quelques bases sur son économie en croissance. Je me tourne donc vers vous trois et principalement pour démarrer par Madame Moreau-Lalanne pour nous dresser le paysage de ce pays et nous aider à faire le point sur la manière dont on peut l'aborder. C'est à vous. Françoise. Bonjour à tous. Et c'est à vous. Vous m'entendez? Oui, très bien, c'est bon, merci. Voilà, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux pour suivre ce séminaire. Et je suis en direct de New Delhi, comme les 3 autres intervenants, où il est nettement plus tard aujourd'hui. Je voulais commencer par un petit récapitulatif sur l'Inde, en m'excusant auprès de tous ceux qui connaissent déjà l'Inde. J'essaye de changer la diapo. C'est bon, nous l'avons. Voilà. Bon. Alors, donc, comme vous pourrez télécharger les diapos, vous verrez plein d'informations importantes. Je fais juste un petit dégrossissage. Il ne faut pas comparer l'Inde à la France, il faut comparer l'Inde à l'Union européenne. L'Inde, c'est le 2e pays le plus peuplé au monde, c'est 2,5 fois la population de l'Union européenne. C'est plus d'États, 29 États en Inde que nous en avons dans l'Union européenne. C'est plus de langues en Inde et c'est plus de différences culturelles entre les différents États que nous n'avons dans l'Union européenne. C'est quelque chose à garder en tête. L'Inde, je dirais, ça n'existe quasiment pas. Autre particularité pour des Français, les mégapoles New Delhi et Bombay, ou Mumbai, qui sont donc des mégapoles de plus de 20 millions d'habitants, l'une et l'autre. On ne sait d'ailleurs pas exactement laquelle devant la plus importante. Et c'est-à-dire que ces villes représentent à elles seules une population supérieure à la population de la Roumanie, qui est le 7e pays le plus peuplé de l'Union européenne. J'essaie de... Il y a un décalage important que je ne maîtrise pas bien sur le changement. C'est que vous êtes loin de nous, voilà pourquoi. On a le temps, merci pour ça. Heureusement, ça va plus vite qu'avec l'avion. Le marché des boissons alcooliques en Inde est dominé, absolument dominé par les spiritueux. Il est suivi après par la bière et le vin, c'est une toute petite portion. Le marché du vin en Inde, c'est 1 à 2% du marché des boissons alcooliques. Comme souvent en Inde, c'est difficile d'avoir des données chiffrées de façon fiable. Donc, en litres, en millions de litres, donc ma collègue des USA, elle retient 30 millions de litres. Le cabinet Fiche Solutions, dont j'affiche ici les chiffres, lui parle de 130 millions de litres. Ça vous donne à peu près une idée des variations qu'on peut avoir en Inde. Mais ce qui est vraiment important, c'est que le marché du vin est un marché en forte croissance. Et le marché aussi des spiritueux, globalement, est en croissance. Je vous ai mis en bas, il y a un petit lien, il y a une fiche sur la production viticole en Inde. Si jamais ça intéresse certains, elle est en libre accès sur le site de la DG Trésor. Les importations de vin en Inde, je vous ai présenté les données des douanes indiennes. On trouve assez facilement les données des douanes françaises et donc ça donne un autre point de vue. Nous, la France, donc nous sommes ici. Donc ce qu'il faut voir, c'est depuis à peu près 10 ans, vous voyez que la tendance, elle est très largement à l'augmentation. Nous, Français, nous sommes la courbe bleue. Vous voyez qu'on a un très joli palier ici qui s'émet. Après, au-dessus, en gris, l'Australie. Alors, pourquoi la présence de l'Australie si importante sur le domaine des vins? Ça s'explique principalement par la présence, justement, de Pernod Ricard. Pour Pernod Ricard, l'Inde, c'est le premier marché des spiritueux au monde. Et vous savez tous que Pernod Ricard a une propriété Jacob's Creek
et qu'il importe donc en Inde beaucoup de vin australien. Et quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, on voit un autre intervenant qui fait très peur ici. En fait, c'est Singapour. Singapour ne produit pas de vin et Singapour réexporte le vin, ce qui permet par cette façon de bénéficier les produits de taxes un peu plus faibles, ou même beaucoup plus faibles, puisque Singapour a un accord spécifique avec l'Inde. C'est une pratique qui n'est pas tout à fait légale et on n'est pas du tout certain qu'elle continue dans les années à venir. Et nous, une partie de ce qui a disparu ici se retrouve bien sûr ici, parce que nous sommes positionnés souvent sur un marché de vin à prix élevé. Et donc, c'est d'autant plus intéressant de passer par Singapour. L'autre chose que je signalerai, là, ça ne se voit pas dans mon graphe, c'est que la majorité des vins importés viennent de l'Union européenne. Alors, bien sûr, on peut se faire concurrence entre français, italien, espagnol. Mais c'est quand même intéressant de voir que le goût, je dirais, du vin, globalement, qui arrive en Inde, est un vin de l'Union européenne. Je vais peut-être dépasser mes minutes parce que je ne gère pas très bien le changement de diapo. On ne nous en tiendra pas rigueur. Oui, là, je ne comprends pas. Voilà, merci. Sur les spiritueux, la courbe est encore plus réjouissante, vous pouvez le voir, puisqu'elle augmente bien. Par contre, ce que vous voyez aussi, c'est la domination de ce jaune-là, qui est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni exporte des spiritueux massivement en Inde, beaucoup de spiritueux en vrac, de façon à pouvoir produire le whisky indien. Nous, Français, nous sommes ici, en bas. Vous voyez que nous sommes aussi quand même en augmentation. Il se passe sur les spiritueux exactement la même chose que ce qui se passe sur le vin, la présence de Singapour, qui très certainement, là aussi, pour les douanes indiennes, masque l'arrivée de produits français. Le rapport que l'Inde tient avec l'alcool est un rapport extrêmement ambigu. La consommation, l'Inde, c'est le premier marché potentiel des alcools au monde. Donc, vous voyez qu'il y a un intérêt, une appétence pour l'alcool très forte. Cependant, l'alcool est mal vu. Il y a une interdiction au niveau de toute l'Inde de boire en public. Pourtant, au-delà des politiques de santé publique qui sont mises en place par les États taxent, les 29 États taxent énormément les produits alcooliques, au point que l'alcool est la première source de revenus de ces États-là. Et donc, ils ont des politiques de modération officielle de la consommation d'alcool, tout en bénéficiant au maximum des ventes d'alcool. L'idée, on peut résumer, c'est dire je taxe beaucoup pour réduire la consommation d'alcool et en même temps, ça me permet d'augmenter mes recettes. C'est complexe, le vin en Inde, parce que chacun des 29 États a sa propre réglementation. Les modalités de vente, il faut savoir qu'il y a 6 États qui sont des États dry, donc où il n'y a pas de vente d'alcool autorisée. Parfois, il y a la consommation qui est autorisée, c'est dépend. L'âge de la consommation va varier de 18 à 25 ans selon les États. L'étiquetage, les règles d'étiquetage, il faut faire enregistrer ces étiquettes différemment selon les États, et la fiscalité. La fiscalité, il y a beaucoup de taxes. Enfin, il y a la taxe, le droit de douane qui est de 150%, ce qui est très élevé. Et, c'est pas la bonne diapo, il y a une faute là. Bon, il n'y a que moi qui le sais, mais il y a une faute dessus. Et les axes au niveau des États qui représentent, qui sont variables, qui ne sont pas les mêmes selon les États, mais on peut généraliser en disant 25%. Imaginez un vin qui part à peu près à 2 € de France, il arrive sur la table du consommateur indien entre 25 et 30 €. C'est pour ça que beaucoup de personnes vous disent, ou d'importateurs vous disent, je veux des vins à très bas prix. Le vin indien, il est produit à la moitié à peu près des prix des plus bas. C'est-à-dire s'ils sont à peu près à 3 000 roupies, on dit que nos vins à nous, ils arrivent en premier prix à 6 000 roupies. Diapo suivante, si je peux demander de l'aide. Merci. On passe sur le Covid. Qu'est-ce qui se passe en Inde vis-à-vis de cette maladie? L'Inde est en retard sur l'Europe. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le décrire le plus simplement.
Je vous ai mis les courbes que vous devez avoir maintenant, hélas, l'habitude de voir. En haut, c'est la courbe du nombre de cas journaliers. Vous voyez, elle est en augmentation constante. Il y a 2 grandes flèches, ce sont les ici. C'est la date à laquelle l'Inde a commencé le confinement. On avait 58 nouveaux cas pour toute l'Inde par jour. Et la fin du confinement qui est par ici, ça c'est ce qu'on savait il y a 2 jours, le 18 mai. On est aujourd'hui à 4000 cas par jour à peu près. En mortalité, par contre, on est sur une mortalité extrêmement faible. Si elle augmente constamment, moins de 2500 cas sur toute l'Inde de mortalité, ce sont des chiffres qui peuvent interroger. Les États les plus... Est-ce qu'on peut changer la diapo? La petite carte, c'est Mumbai, l'endroit, la ville la plus touchée. Après, c'est New Delhi. L'Inde réagit comme la France en faisant un zonage de son pays, un zonage par district. On est rouge quand on a des clusters, terme que je pense que tout le monde comprend, hélas, aujourd'hui. On est vert quand on n'a pas eu de cas pendant plus de 15 jours dans le même district. Et tout ce qui n'est ni rouge ni vert est orange. Les mesures de confinement varient selon l'endroit où on est. Les liaisons aériennes aujourd'hui ne sont pas rétablies. On a appris ce matin que peut-être le 18 mai, c'est à confirmer, des liaisons entre zones vertes seraient peut-être autorisées. On ne rentre pas en Inde. Les seuls qui rentrent actuellement, ce sont les Indiens qui sont évacués par des vols spécifiques organisés par le gouvernement indien. Et les gens sont placés dans des centres de quarantaine qu'ils doivent payer eux-mêmes. Dans les zones rouges, ça peut être compliqué. Quand on est à proximité d'un cluster, il y a interdiction de sortir de sa maison pendant un minimum 15 jours. Et dans toutes les zones rouges, d'ailleurs dans tout New Delhi, tout Mumbai, les taxis sont aujourd'hui interdits. Donc c'est un peu difficile de se déplacer quand on n'est pas autochtone. Une nouvelle diapo, s'il vous plaît. Le confinement, c'était quelque chose qui, pour nous, observateurs étrangers, c'était quasiment impensable en Inde parce que c'est un pays avec dans New Delhi, dans Mumbai avec des concentrations d'individus tellement élevées et des populations aussi très peu riches, qui ont des difficultés à se loger. Et on n'imaginait pas que le confinement puisse avoir lieu. Mais il a eu lieu et il a eu lieu parfaitement. Il a été très respecté. Ce qui a entraîné le blocage quasiment de tous les ports, et notamment le port de Mumbai, qui aujourd'hui ne fonctionne encore, n'a pas plus de 30% du personnel nécessaire pour faire fonctionner un port. Donc vous imaginez bien, un bateau qui arrive à quai a beaucoup de mal à décharger son bateau, et après les containers restent sur place, ne sont pas ouverts. Il manque des gens pour faire les contrôles, pour faire les prélèvements, pour faire la manutention. Les trajets entre États, et notamment les trajets par route, sont devenus extrêmement compliqués parce qu'il y a des contrôles entre chacun des États, rétablissement des frontières, comme on a fait nous dans l'Union européenne. Et les chauffeurs routiers avaient peur de prendre la route. Jusqu'au 4 mai, seuls les commerces alimentaires et santé étaient autorisés et l'alcool n'a pas fait partie des aliments en Inde. Donc, il n'y avait aucune consommation d'alcool pendant 6 semaines. Et bien sûr, vous pouvez bien l'imaginer, il n'y avait aucune occasion pour boire de l'alcool. Depuis le 4 mai, par contre, réouverture des points de vente des alcools. Là, j'ai mis 2 photos alors que dont je n'ai pas les droits, mais quand même dont je vous fais profiter. Ça a donné lieu à des queues interminables de vente d'alcool. C'est pour vous dire la dépendance, entre guillemets, ou l'appétence des Indiens pour l'alcool. Que va-t-il se passer? Alors, on est tous dans l'attente. Le Premier ministre a annoncé hier que le 17 mai, contrairement à ce que j'ai écrit hier matin, il n'y aurait pas de déconfinement, mais il y aurait le confinement numéro 4. Donc, nous ne savons pas exactement ce qui arrive. On attendra pour le savoir. Par contre, ce qui est certain, c'est que le pays va devoir reprendre économiquement parce qu'il est dans une impasse budgétaire. Et économique, nous le savons bien, c'est pas tout pareil. Le Premier ministre a annoncé aussi une aide exceptionnelle de 140 milliards d'euros à l'économie indienne, mais nous n'avons pas encore la description de toutes les mesures.
Donc ça va reprendre, et quand on voit les cohus qui se sont produits pour les queues d'alcool, les importateurs sont confiants, le marché va reprendre et il va reprendre fortement, peut-être même avec des habitudes de consommation différentes dont vous parlera Olivier. Par contre, l'Inde, ça a toujours été un marché difficile en termes de négociation, difficile en termes d'accès. C'est un marché sur lequel il faut se présenter le plus souvent pas seul, c'est la recommandation que je pourrais faire. Et quand les négociations vont reprendre, on peut s'attendre à des pratiques commerciales qui sont un petit peu agressives pour nos Occidentaux. Je passe la parole à Olivier. Merci beaucoup, Françoise Moreau-Lalade, donc, pour votre intervention. On va enchaîner avec Olivier Delbecq, qui est donc, je le rappelle, chef du pôle agrotech pour le bureau Business France en Inde, qui va contextualiser sur le marché vin et spiritueux. Olivier, exactement. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, et merci à Françoise pour cette intervention. Avant d'évoquer l'impact du Covid sur la profession et les professionnels du marché des vins et spiritueux en Inde, je voulais quand même faire un retour sur le potentiel du marché des vins et spiritueux pour les entreprises françaises et à prendre en compte le dividende démographique. Le dividende démographique, pourquoi? Puisque, alors si on peut changer de slide. Pourquoi? Puisque donc c'est un pays. Alors on a été trop. Olivier, est-ce que vous nous entendez? Vous êtes là? Allô, vous m'entendez? Oui, très bien, c'est revenu. Ouais. C'est les choix du direct. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait quelques soucis techniques avec les pays qui sont loin. On a à nouveau les frais aujourd'hui, c'est à vous. D'accord, donc je voulais donc avant toute chose donc faire un petit point sur le marché donc des vins et spiritueux, à prendre en compte sur ce marché bien entendu le dividende démographique. Hein, quand une personne qui est née en 2009 consommera 12 fois plus qu'une personne qui est née en 1960 et donc consommera bien entendu au cours de cette période des vins et spiritueux et souhaitera consommer mieux. Et pour notamment la cible des milléniums, qui est à prendre en compte très fortement dans ce pays, quand on sait qu'il y a 475 millions d'individus qui sont en âge de boire de l'alcool et qu'on en a 150 millions qui dans les 5 ans à venir franchiront aussi cette période, seront en âge de boire de l'alcool. Cette classe des milléniums voyage, consomme mieux, souhaite consommer des produits plus sains et notamment se tourne vers des boissons étrangères également. Et donc, ils sont même prêts à mettre le prix. Donc, c'est ce qu'on voit justement. On a une tendance à la premiumisation sur cette consommation d'alcool. Et comme on le voit sur les spiritueux, on voit une forte croissance des alcools blancs, type gin, vodka, rhum. Bien entendu, les brandies restent également très prisés et les whiskies sont, comme je le nomme, indétrônables. Mais voilà, on voit des habitudes et des changements de consommation arriver sur le marché indien. Et c'est également vrai pour le vin, qui est une boisson qui est donc plébiscitée par les femmes notamment, qui est consommée dans les grandes villes de Bombay, de Delhi, de Bangalore, également de Goa, de Pune pour ne citer qu'elle, et qui pour l'instant est en grande consommation, enfin consommée à grande consommation sur du vin rouge, mais le blanc est de plus en plus consommé, et le rosé et les pétillants également. Voilà ce que je pouvais dire un peu sur le marché du vin actuellement en Inde. Alors, slide suivante. Alors, voilà. Donc, malheureusement, la croissance a été freinée donc par la crise Covid et comme l'a précisé Françoise Moreau-Lalande, la fermeture des points de vente d'alcool dans le pays pendant plus de 40 jours. Le canal principal de consommation était bien entendu le réseau CHR qui a été fortement impacté et les malls sont toujours fermés également, enfin les corners dans les malls sont toujours fermés, les cavistes indépendants dans les malls sont également fermés et c'est là qu'on a le plus de produits importés et également bien entendu. Excusez-moi, ce que sont les malls?
Ça a l'air très évident pour vous, mais Les malls, peut-être pardon, pour les moi, centres pour nos Français. commerciaux, excusez-moi, les centres Merci. commerciaux où la plupart des personnes qui sont en mesure de consommer et d'acheter des produits importés se rendent dans la population indienne. Donc, ce qui reste maintenant ouvert et depuis le 3 mai, avec la réouverture de certains points de vente, ce sont les cavistes, donc hors centres commerciaux. Donc, on va avoir des magasins d'État où on va trouver que très peu de produits importés. Et quelques liquor shops qui vont avoir donc la possibilité de vendre ces produits. Quelques malls, quelques enseignes vont avoir leur point de vente hors centres commerciaux. Et puis donc quelque chose qui est encore interdit, c'est la livraison à domicile et la vente en ligne. En Inde, c'est interdit, mais avec la crise Covid, les États qui souhaitent avoir des recettes et puis pour justement répondre aux mesures sanitaires mises en place, comme les photos que vous avez pu voir tout à l'heure, plusieurs États commencent à autoriser la livraison à domicile et de plus en plus de lobbies commencent à mettre la pression sur les gouvernements d'État pour autoriser la vente en ligne. Et donc également, in fine, la livraison à domicile. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, perdurera après la crise, puisque les restaurants vont fermer pendant malheureusement une période de temps, on ne la connaît pas encore. Et pour générer des recettes, ce canal-là va perdurer et pourrait s'installer durablement. C'est ce qu'on reverra avec Magandip Singh après mon intervention. Voilà, donc slide suivante. Donc pour évoquer cette partie de la crise Covid, on a réalisé un sondage auprès des importateurs de Bangalore, de Bombay et de Delhi du 1er au 12 mai, donc avant et également après la réouverture des points de vente. Et ce sondage, ce questionnaire est assez intéressant puisque on se rend compte qu'en fait les importateurs, malgré la crise, ils sont assez optimistes sur la suite. Alors slide suivante. Comme vous allez le voir sur les résultats, donc eux estiment bien entendu qu'un retour à la normale ne sera pas là avant 6 mois et plus, mais à 78%, ils pensent que l'impact à long terme ne sera pas si important que ça sur les achats de vins et spiritueux importés. Donc ça c'est plutôt une donnée qui est intéressante. Et enfin à 64%, ils seraient prêts à avoir une marque de vin ou de spiritueux importés dans leur portefeuille voilà, d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine. Donc slide suivante. Sur ces actes d'achat, voilà, on va voir. Donc pensez-vous que le vin français a un avantage concurrentiel après le déconfinement? À 55%, ils répondent non. Pourquoi? Parce que généralement, ce qu'ils nous disent de ces retours-là, c'est que le vin français n'a pas un tarif compétitif comparé à certains pays qui peuvent être l'Italie, qui peuvent être l'Espagne ou d'autres pays avec des vins du Nouveau Monde. Mais ça n'empêche qu'ils souhaitent quand même toujours découvrir des nouveaux vins français et qu'ils seraient également prêts à en importer donc à l'issue de la crise. Mais bien entendu, on l'évoquait, il faudrait qu'il y ait des politiques commerciales de la part de nos entreprises qui puissent leur permettre de faire venir ces vins, puisque généralement ils considèrent que les vins français sont chers et qu'avec les taxes qui ont été montrées tout à l'heure, c'est très compliqué pour elles de pouvoir disposer de ces vins. Mais ils en ont très envie, et donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faudra travailler sur le long terme. C'est ce qu'ils nous disent souvent, c'est que les entreprises françaises viennent et puis ne reviennent plus, alors que d'autres pays ou d'autres viennent sur le long terme et voilà, in fine, à un moment donné, ils s'installent durablement sur ce marché qui, quand je le rappelle, avec le dividende démographique, comptera énormément dans les prochaines années. Alors, slide suivante. Alors, sur les types de vins qui sont recherchés par les importateurs, on voit que les Bordeaux et les Bourgognes sont en tête, suivis des vins du Sud. Alors, on a inclus sur les vins du Sud, et je m'en excuse auprès des professionnels, les vins de Provence et les vins d'Occitanie, pour justement permettre voilà. Et puis ensuite, on a les Val de Loire qui font aussi une percée assez intéressante. Et bien entendu, là, je voulais faire un point également sur les mousseux, puisque on voit qu'il y a des mousseux italiens et espagnols qui commencent à très bien marcher à très bien marcher en Inde, et les importateurs nous disent mais pourquoi on ne voit pas de vin effervescent français sur le marché? Et voilà, je pense qu'il y a aussi des choses à faire de ce côté-là.
Et enfin, la dernière, concernant les types de prix, voilà, donc on voit bien entendu, et comme on le redisait par rapport aux taxes gouvernementales, que les entrées de gamme sont bien entendu plébiscitées pour permettre à ces entreprises donc de pouvoir proposer vos vins et aux importateurs de proposer vos vins sur ce marché-là. Voilà ce que on pouvait vous dire rapidement sur cette étude. Olivier, excusez-moi, j'ai une question juste pour préciser sur la diapo, c'est important parce que selon les pays que l'on étudie ou les zones export que l'on étudie, la notion d'entrée de gamme peut être assez variable. Est-ce que vous pourriez préciser ou donner peut-être une fourchette de prix par rapport à la diapo précédente? Qu'est-ce qui est appelé un entrée de gamme sur ce pays-là? Un entrée de gamme, hein, si on doit vraiment parler en manière tarifaire, on va être entre pour parler enfin à la place des importateurs indiens, entre 50 centimes d'euros et 3 euros. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est généralement voilà, catégorie intermédiaire. Bon, on va être entre 3 et 6, et puis ensuite on va passer sur du haut de gamme. Alors on va pas appeler ça du haut de gamme, mais voilà, il va falloir avoir des déclinaisons qui sont un peu plus voilà, un peu plus importantes. Il y aura plus de catégories à avoir sur le marché indien, on va dire entre 0 et 3, 3 et 6, 6 et 9, et puis ensuite après on va vraiment passer dans le haut de gamme. Merci beaucoup pour cet éclairage qui me semble très utile. Je vous en prie. On enchaîne donc, si vous voulez bien. Merci. Alors avec donc Magan Deepsing, donc qui est sommelier donc et directeur de Why Not Beverage Solution. Peut-être que Magan Deep, tu peux te présenter rapidement avant qu'on passe aux questions. Merci Olivier. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Magan Deepsing, mais Magan tout court, ça marche aussi bien. Moi, je suis un sommelier qui est éduqué en France et maintenant j'habite en Inde. Ça fait presque 20 ans que je suis là et je travaille comme un sommelier. J'ai ma société, on fait des événements, des animations autour de la vin, on organise le concours de sommellerie en Inde, on fait beaucoup d'éducation. On a notre propre cours sur les vins, boissons spiritueux et la bière et on donne ça pour le moment dans les pas sur ligne pour le moment, mais on fait beaucoup de sessions dans les hôtels, des restaurants partout en Inde. Et bon, voilà, et on fait beaucoup d'animations avec avec l'ambassade française pour faire parler des vins français. C'est ça, ouais, tout court. D'accord, merci Magan pour cette présentation. Donc, toi, quel est ton point de vue en général sur l'évolution du marché des vins et spiritueux indiens en Inde, voilà, de manière générale et hors contexte Covid, on va dire? Oui, bon, de vin et spiritueux en Inde, comme vous avez déjà montré que c'est du whisky qui reste le premier, mais ça commence à changer parce que les jeunes qui voyagent beaucoup, qui étudient à l'étranger, ils rentrent et ils préfèrent de boire un peu du vin plutôt. Et on a beaucoup plus d'éducation aujourd'hui. Nous-mêmes, on donne beaucoup de cours. Maintenant, on commence sur Internet. Donc, même si les Indiens, ils boivent plus, ils commencent à boire un peu mieux qu'avant. Donc, la qualité, ça augmente. Même avec des produits autochtones, des produits indiens, ils boivent mieux qu'avant. Donc, ils dépensent un peu plus, pas trop. Et le problème pour le moment, c'est que parce que avant le Covid, c'est les hôtels et les restaurants qui restent l'endroit plus important pour la vente, plus part des ventes, pour tout ce qui est boissons alcooliques. Et maintenant, avec le Covid, peut-être ça commence à changer. Mais oui, c'est ça. La tendance, c'est qu'on boive beaucoup, ça améliore, et c'est la qualité aussi qui améliore de petit à petit. D'accord. Alors justement, quelles vont être les nouvelles tendances dans le secteur à la sortie de la crise, à ton avis, Magan Deep, de consommation? Bon, pour le moment, tout ce que moi je fais partie du groupe des restaurateurs et tout ce que j'ai entendu, c'est on va pas recommencer avant octobre. Donc, dans la restauration ou dans les hôtels, déjà on n'a pas de grands événements, on n'a pas de mariage, on n'a pas de meetings et des expositions, des salons, des séminaires. Donc, déjà la consommation c'est beaucoup affecté, ça va descendre. Mais en même temps, c'est le marché retail qui prend encore beaucoup et ça augmente très très vite et ça a remplacé les hôtels. Mais pour le moment, il faut voir parce que le problème c'est beaucoup de gens qui n'ont pas une source de gagner leur vie ou gagner l'argent stable
ils ne savent pas s'ils peuvent continuer à dépenser comme avant. Donc, les gens, l'alcool, c'est un produit essentiel, comme c'est déjà déclaré maintenant en Inde. Mais pour la consommation, moi, je vais attendre jusqu'à fin juillet, août pour voir comment ça se passe. Mais quant à moi, à partir de août, septembre, on va voir que ça commence à changer. Même si on a une façon de lockdown, on va commencer à boire beaucoup plus à la maison. D'accord, donc alors justement par rapport à cette consommation à domicile, que penses-tu de ce qui est en train de se passer en ce moment autour du home delivery, du e-retailing? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les producteurs français de voir ce nouveau canal arriver sur le marché indien? Olivier, quand je suis rentré en Inde il y a 20 ans, moi, depuis là, j'attends qu'on commence la livraison à domicile en Inde parce que Inde, c'est un pays énorme. Même pour moi, pour faire des cours à Delhi et à Jaipur et à Bombay, il faut me déplacer. C'est très, très difficile. Mais avec la livraison à domicile, c'est beaucoup plus facile d'envoyer le vin, envoyer les produits et de faire des dégustations sur ligne. Déjà, nous, on est un pays avec un réseau Internet formidable. On a plus de 350 millions d'utilisateurs de smartphones. Donc, on fait beaucoup de choses que sur ligne. Donc, livraison à domicile, déjà, c'est bien pour l'éducation. Donc, pour les vignerons français, c'est plus facile à connecter avec des gens en Inde, de faire des tastings avec des professionnels sur ligne, de faire des choses, de faire visiter un vignoble. C'est beaucoup plus facile avec ça. Mais pour le moment, il y a que 3 États ou 4 États qui ont lancé ce service. Et j'espère que ça va continuer même après ce lockdown. Et est-ce que ça arrive à Delhi bientôt? Parce que ça, c'est très, très important pour nous, pour continuer à augmenter le marché. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu conseillerais donc les do's and don'ts aux exportateurs français? Oui, pour moi, même, je sais que les Indiens, pour le moment, ils boivent que des vins pas chers, comme vous avez partagé, moins de 3 € des par cave, les prix des par cave. Mais dans le long terme, ou même le moyen, il faut investir dans l'histoire de leur région, de leur vin. C'est des vins avec une histoire, avec une tradition qui vont aller beaucoup plus loin parce que dans le short term, dans l'avenir, c'est les vins indiens qui vont remplacer les vins de base. Donc, si on a un petit chardonnay ou un petit grenache, on va bientôt trouver un vin indien qui est pas mal et qui va remplacer ces vins étrangers. Donc, pour moi, au mieux de concentrer, de garder le focus sur les vins de terroir, vins avec une histoire et des vins de tradition. Et ça, et en plus, après, il faut être présent sur ligne. Il faut avoir une compte sur Facebook, sur Instagram, pour utiliser ça pour faire de communication qui parle avec des jeunes, une communication qui est branchée et cool, qui parle de tradition, mais dans une manière qui est plus facile à comprendre. Et ça, c'est ça que je pense qu'il faut faire. Et de don'ts, il faut tout essayer. Franchement, il n'y a pas de don'ts. Si vous croyez il y a quelque chose à expérimenter avec, il faut expérimenter, il faut l'essayer et on va voir comment ça se passe. Oui. D'accord. Et quel conseil tu donnerais donc aux entreprises françaises qui souhaitent aller sur le marché indien? Bon, d'abord, il faut contacter les bons importateurs. Déjà, vous êtes là, vous pouvez conseiller les gens sur les contacts des importateurs qui travaillent partout en Inde. Il faut discuter, il faut négocier, comme déjà partagé que l'Inde, c'est un pays difficile à négocier. Les lois sont très, très strictes, très difficiles à comprendre des fois. Donc, mais il faut persister. Il faut avoir un plan long terme. Il faut penser de 5 ans ou 6 ans quand vous commencez, parce que sinon, les choses, ça bouge très lentement ici. Mais il faut toujours penser sur qu'est-ce qu'on peut faire sur Internet, sur ligne, qu'est-ce qu'on peut faire pour contacter les clients directs. Parce qu'avec la loi, on ne peut pas faire la publicité en Inde, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Donc, l'éducation, la publicité, tout ça, c'est sur ligne. Et il faut trouver des moyens de faire ça, mais il faut toujours penser le long terme. Donc, au moins 5 ans, et comme ça marchera.
D'accord. Donc pour résumer, donc un pays complexe, un investissement à long terme pour réussir sa présence sur le marché indien. Pour résumer. Et d'être présent sur Internet, Et être présent sur Facebook, les réseaux Instagram. sociaux et Internet. Voilà. Noté. Un grand merci pour ces précisions, Magandip. Je pense qu'on peut passer aux questions. Denis? Alors, on en a terminé de notre côté. Vous nous entendez, Denis? Pardon, excusez-moi, je me revoilà, j'avais coupé mon micro pour préparer mes questions. Donc, je vous remercie tous les trois. Je disais que j'avais une première question pour Françoise, puisque nous avions quelques soucis de son, décidément, aujourd'hui. Tout à l'heure, une question pour vous. Vous avez évoqué l'indispensable priorité de chercher quelqu'un pour nous accompagner pour attaquer le marché indien face à des importateurs qui pouvaient avoir des pratiques commerciales un peu agressives. J'ai plusieurs questions autour de ces pratiques-là. Et est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, préciser ce conseil? En fait, c'était deux choses un peu différentes. Je pense, oui, que sauf si on a l'habitude d'exporter dans le monde entier, auquel cas on est déjà aguerri et on peut se coller tout seul au marché indien. Si on n'a pas l'habitude, si on ne connaît pas le marché asiatique ou le marché indien, si c'est la première fois, je pense, c'est ce que je recommande pour la. Moi, je suis ambassade de France. Enfin, je veux dire, ce que je fais, je n'ai pas de service à proposer. Mais on voit trop de gens arriver et être complètement démunis parce qu'ils ne comprennent pas le marché indien. C'est très compliqué de comprendre que quand on est à New Delhi, on prend la voiture pendant 45 minutes, on change d'état. On va à Noida ou à Gurgaon, on a changé d'état, on change de système de distribution, on change de système de taxes, on change d'étiquette. Donc tout ça, ce sont des tas de choses qu'il faut comprendre. Et quand on parle avec les Indiens, et si on ne maîtrise pas cette complexité, c'est un dialogue un peu de sourds. Voilà. Après, là, il faut savoir que, donc ça a été dit aussi par Megandip, que le marché, la négociation en Inde, c'est tout un art. Et l'idée, c'est que l'interlocuteur indien, il veut être certain qu'à la fin, il a obtenu le meilleur deal possible. Et donc, vu par un Européen qui n'a pas trop l'habitude, je trouve que c'est un peu agressif. Si c'est vraiment pousser la personne dans ses retranchements. Donc là, il faut arriver préparé, savoir exactement quel est son niveau, son prix plancher pour pas. Et verrouiller un certain nombre de choses, c'est qui va prendre en charge les taxes. Enfin, c'est très complexe. Donc, à mon avis, quand on aborde le marché indien, c'est intéressant de se faire accompagner. Ok, merci pour cette précision, Françoise. Une deuxième question autour du fret et des aspects logistiques. J'ai plusieurs questions. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la fermeture des vols internationaux et du fait qu'il était impossible de se déplacer pour prospecter. Mais aujourd'hui, si je veux envoyer du fret en Inde, est-ce que les canaux sont toujours ouverts et est-ce qu'il y a moyen de poursuivre des activités commerciales? C'est en train de reprendre. Alors le fret, il y a parfois un décalage entre la gouvernance et puis la mise en œuvre pratique des choses. Le gouvernement indien a dit que le commerce était toujours autorisé. Enfin, je veux dire, on avait le droit pas sur le vin, puisque ça a été fermé jusqu'au 4 mai. Mais le fret existe toujours, sauf que quand le fret aérien, il fonctionne, mais les marchandises restent à l'aéroport où elles ont beaucoup de mal après à se déplacer puisqu'il vous faut des camions, il vous faut des gens pour les bouger. C'est la même chose avec le fret maritime. C'est en train de reprendre, ça va mettre un peu de temps. Ça dépend de ce qu'on arrive aussi selon le port. Il y a des États qui sont plus ou moins touchés. Bombay, en ce moment, c'est quand même assez difficile. Et Bombay, c'est pas parti pour se calmer tout de suite. L'épidémie est très forte en ce moment. D'accord, mais merci pour votre réponse. Je crois que j'ai une autre question qui s'adresse plutôt à vous au niveau de l'ambassade. Une question de Jean-Louis Lignolet, mais qui est relayée également par Dominique Pilot autour des frais de taxes
douane pardon, à l'entrée. La question est de savoir si les frais de douane sont toujours aussi élevés et s'il y a également des changements par rapport aux taxes par étiquette qui sont dues à chaque millésime. Est-ce que ces dernières taxes sont-elles différentes par État ou est-ce que c'est des choses qui sont figées pour l'ensemble de l'Inde? Alors, la seule chose qui est figée pour l'ensemble de l'Inde, je schématise, ce sont les taxes à l'importation, les droits de douane qui sont de 150%. D'accord, c'est ce que vous Voilà. expliquez tout Sauf à l'heure quand dans on votre passe par présentation. Singapour, mais ça que c'est pas nous qui passons par Singapour, hein, c'est l'importateur qui parfois a des combines. Ça nous regarde, je dirais, quasiment pas. Donc c'est 150%. Après, les autres taxes, elles sont par État, elles varient, elles sont parfois très fortes, parfois moins élevées. Et ce qui vient d'arriver, là, ça s'appelle, il y a des États qui viennent de mettre ça en place, ils appellent ça avec leur humour très indien, le Corona Tax. Par exemple, la ville de New Delhi a une taxe de 70% sur les alcools, soi-disant pour éviter que les gens se ruent dans les commerces. Mais c'est surtout pour refaire les finances de l'État. Et ça, il y a quelques autres États qui ont pris ce modèle-là. D'accord. Et je ne pense pas qu'il faille se focaliser là-dessus parce que ça touche tout le monde et tous les vins. Je ne veux dire pas que les Français, les Français, les Espagnols, les Australiens, ça touche tout le monde. Donc ça ne gêne pas la concurrence. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Je vais me tourner, je crois, vers Olivier. J'ai pas mal de questions autour du e-commerce. Une question que l'on a de manière récurrente dans nos différentes sessions, qui est de savoir quels sont les acteurs du e-commerce qui sont implantés en Inde. J'ai cru comprendre tout à l'heure par le propos de Magan que c'était vraiment un marché émergent. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés pour accéder à ce marché? Alors, les acteurs du e-commerce, donc en alcool forcément, pour l'instant il n'y en a pas, même si on a bien entendu de forts groupes de lobby qui sont en train de se mettre en place autour des acteurs du e-commerce alimentaire et autres, que sont Big Basket, c'est un grand acteur indien, que sont Amazon India, que sont Flipkart, qui est détenu en partie par Walmart. Donc ces grands acteurs, et puis vous en avez un autre aussi qui est autour de la restauration à domicile, qui est Zomato, qui lui fait également partie du groupe de lobby. Donc ces 4-5 grands acteurs sont en train fortement de demander aux autorités de pouvoir délivrer de l'alcool à domicile et de pouvoir en vendre. Donc voilà, donc c'est autour de ces grands groupes qu'il va peut-être se passer quelque chose. En attendant, ce qui se passe, ce sont ceux qui ont des licences de distribution, que sont les cavistes notamment, qui peuvent délivrer de l'alcool à domicile. Donc là, c'est de la livraison de proximité. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Mais il faut absolument, bien entendu, avoir une licence de distribution pour l'alcool pour pouvoir délivrer à domicile, ce que n'ont pas les grands acteurs du e-commerce actuellement, et c'est ce qu'ils demandent. Je rajouterai aussi à ces grands groupes de e-commerce les acteurs de la distribution classique, qui peuvent être donc le groupe Future Group qui détient Foodall, qui ont également eux dans leur magasin des corners dédiés aux vins et spiritueux et qui souhaitent également se lancer dans le e-commerce. En exemple, voilà les grands acteurs, on va dire, du e-commerce sur le marché indien et qui pourraient, s'il y a un assouplissement de la législation, voilà, être des acteurs également du marché des vins et spiritueux dans les prochaines années. Donc on comprend bien que c'est un canal d'accès au marché qui sera essentiel par rapport au développement de la consommation dans ce pays-là, de ce que vous nous dites. Et qui est Exactement, et notamment de la consommation à domicile dans les prochaines années, avant qu'on ait un retour à la normale sur les circuits CHR. Très bien, merci Olivier. J'ai une question de précision par rapport à la question que je vous posais tout à l'heure sur les tarifs par segment. J'ai une question qui me demande, est-ce que vous pouvez préciser également quels sont les volumes, les parts que représente chacun des segments par rapport aux entrées de gamme, au milieu de gamme et au haut de gamme, s'il vous plaît?
Alors là, je vais pas avoir les chiffres comme ça, mais il est clair que la première fourchette sur les 0 à 3 euros elle va représenter le plus gros des volumes d'achat et de vente, de l'achat donc des importateurs et de vente aux consommateurs sur le marché indien, puisque comme on le sait, les taxes sont assez importantes. Les Indiens souhaitent consommer des produits importés, étrangers, ça c'est clair. Maintenant, voilà, il y a une question de prix et là, voilà, le plus gros de la fourchette se situe sur l'entrée de gamme entre 0 et 3 euros. Voilà. Pour vous dire, il y a un rapport de 1 à 10 sur un entrée de gamme. Enfin, si vous avez un vin qui est à 1 euro sortie de cave, il sera vendu 10 euros sur le marché indien. En gros, c'est à peu près la fourchette en fonction des États, bien entendu, puisque les taxes de droit d'assiette sont pas forcément les mêmes. Mais voilà, c'est en gros la moyenne qu'on fait. Voilà, un vin sorti de cave à 1 euro, il est à 10 euros sur le marché indien. Donc voilà, plus vous augmentez, plus ça devient compliqué pour le consommateur indien de pouvoir faire un acte d'achat plus important sur notamment auprès de la classe moyenne. Et après, vous avez une autre cible qui va être la classe aisée, qui représente 70 millions de personnes, qui là, elle, va pouvoir consommer des vins haut de gamme, qui va pas regarder le prix, mais voilà, ça concerne 70 millions de personnes, ce qui est déjà conséquent. Plus que la population française, effectivement. Vous me faites une excellente transition avec une question récurrente de nos amis de Champagne et d'Alsace. Qu'en est-il du marché des champagnes et autres effervescents sur l'Inde? Est-ce qu'il y a, vous parliez de ces 70 millions de consommateurs aisés. Est-ce que la marque Champagne a une valeur? Comment est perçue la concurrence des effervescents français ou étrangers par rapport à ces produits? Alors, bon, voilà, je viens de vous parler du rapport de 1 à 10. Il est clair que pour le champagne, c'est en effet un marché compliqué pour faire du volume. Pour être présent, donc on a quelques marques de champagne qui sont bien entendu présentes. Il est clair que c'est assez complexe pour une marque de champagne de s'imposer sur le marché indien. Ce que souhaitent les consommateurs indiens, c'est du coup d'avoir accès à des bulles aussi, donc au marché des effervescents. Et là, on voit que les Italiens et les Espagnols, pour ne pas citer les deux noms que on pense tous, sont très présents, que ce soit au niveau du marketing, mais aussi donc au niveau des volumes, ils commencent à très bien marcher sur le marché indien. Et on se dit pourquoi pas des vins effervescents français ne pénètrent pas plus le marché indien, puisqu'on pense qu'il y a vraiment une place à côté de ces deux vins effervescents espagnols et italiens, donc je ne cite pas, ont vraiment une place, enfin une carte à jouer sur ce marché-là. Et j'incite tous les producteurs de créments et autres vins effervescents à s'intéresser au marché indien pour voir ce qu'il est possible de faire, puisqu'on a des importateurs qui souhaitent vraiment voilà, disposer de produits français dans cette gamme-là. Très bien. Merci pour cette précision. On va rentrer, si vous voulez bien, dans les envies des consommateurs indiens. Magan, vous parliez tout à l'heure de 20 cépages, de ce que j'ai compris dans vos explications. Nos auditeurs aujourd'hui sont à la recherche de solutions pour redémarrer en sortie de crise Covid. Quels sont les goûts? Est-ce que vous pouvez préciser les goûts du marché indien? Et probablement les vins français, peut-être les régions françaises qui ont le vent en poupe, qui sont les préférés des Indiens, si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Magan, est-ce que vous êtes là? Oui, j'ai eu un problème avec mon micro. Ah, moi aussi. J'ai fait la même tout à l'heure. Plupart de consommation, ça reste les vins rouges. Donc, on dirait au moins 40-45%, c'est vins rouges. Après, on a tout ce qui reste, c'est dans les 55%. Mais maintenant, petit à petit, on trouve avec des saisons, ça change un petit peu. Et les vins mousseux, ça se boit aussi en hiver, mais bien sûr, la consommation, ça reste concentré en été. Mais rappelez-vous qu'en Inde, à partir de mars jusqu'à fin octobre, c'est quasiment été. Donc, on n'a pas un grand hiver. Donc, les vins rouges et les vins blancs, ça se passe toute l'année. Mais 45% quand même reste rouge. Et après, tout ça, tout ce qui reste blanc, c'est un vin mousseux. Les vins doux, les vins de dessert, c'est tout petit. C'est très, très petit en fait. Donc, ça, c'est un vin qui est difficile à vendre en Inde.
D'accord, merci. Par rapport à la régularité de consommation, vous évoquez la saisonnalité, mais est-ce que il y a des consommations saisonnières en Inde, comme peuvent l'être les périodes de Noël en France? Est-ce qu'il y a d'autres fêtes où il y a des pics de consommation sur ce marché? Bon, on a la fête de Diwali qui est normalement, qui se place en mois d'octobre, novembre, ça dépend. Et autour de Diwali, bien sûr, il y a beaucoup de consommation, beaucoup d'achats, beaucoup de cadeaux. Les gens, il faut du cadeau. Donc, les vins, il y a beaucoup d'échanges, si vous voulez. Mais c'est que ça. Et maintenant, parce que on est assez occidental dans notre vie quotidienne, moi, je dirais même Noël ou jour de l'an, ce sont des jours importants. Donc, à partir d'octobre, c'est la saison qui commence. C'est aussi la saison touristique. Donc, on a beaucoup de ventes. Donc, la plupart de ventes s'est concentré entre octobre et février. Donc, vous dites octobre à février, ce qui correspond à notre période hivernale et qui correspond à peu près aux saisonnalités de Noël pour la France. Oui, absolument. Très bien, merci Magan. Je vais prendre une dernière question qui est une question d'ouverture et qui, elle aussi, revient régulièrement dans chacune de nos sessions. Nous sommes aujourd'hui face à des situations de blocage, on l'a compris, pour accéder au marché de l'Inde. Selon vous, peut-être Olivier, je ne sais pas, à partir de quand est-il envisageable de repartir en prospection active sur le marché de l'Inde? À moins que ce soit bien sûr faisable aujourd'hui. Est-ce que vous avez de la visibilité par rapport à ça? Olivier? Oui, pardon, excusez-moi, également problème de micro. Oui, c'est difficile de se prononcer par rapport aux mesures de confinement qui sont encore imposées en Inde. Néanmoins, bon, tout ce qui est transport est de nouveau opérationnel. Après, il y a aussi, bien entendu, le premier impératif, c'est permettre aux importateurs et aux distributeurs d'écouler leur stock déjà présent. Alors, ils vont pouvoir le faire, on l'espère, avec les mesures mises en place par la livraison à domicile pour pallier le déficit à avoir sur le réseau CHR. Néanmoins, quand on voit le sondage qu'on a eu, on peut estimer que d'ici la fin de l'année, on aura des importateurs qui seront à même de préparer la saison 2021. L'année 2021. Donc, on est plutôt confiant sur la fin de l'année, sur de la préparation et puis de la commande sur le début de l'année prochaine. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que commencer à négocier autour de novembre-décembre pour permettre ensuite d'être présent dès le début de l'année prochaine, 2021, sur le marché indien. Mais peut-être que l'avis professionnel du professionnel de Magandhi pourra nous éclairer également sur cette date-là. Sur cette question, Magan, oui, Magan Deep. Bon, août, fin octobre, avant ça, rien va commencer. Olivier, c'est ça que vous croyez aussi, maman? Ouais, donc, mais le problème, c'est la registration des marques, des étiquettes. Ça commence normalement au mois d'avril et cette année, ça n'a pas encore commencé. Et en Bombay, je viens de dire que ça va commencer au mois de juin. Donc déjà, pour envoyer des vins, pour envoyer des échantillons, ça va commencer à partir de juin. Donc, on ne va pas être vraiment dans le marché avec la circulation des produits avant août ou septembre ou plutôt octobre. C'est ça. Très bien. Si je me risque à l'exercice de synthèse, je résumerai donc ce marché de l'Inde comme un marché à fort potentiel sur lequel il est utile de se faire accompagner pour engager les démarches d'export et sur lesquelles il faut miser sur du pluriannuel, plutôt des démarches longues de prospection. C'est bien ça, Olivier? Oui, tout à fait, je m'inscris. Bon, très bien. Écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je voudrais d'abord vous remercier tous pour vos nombreuses questions que nous n'avons pas pu toutes traiter. Sachez que nous allons récupérer ces questions-là et essayer de vous répondre par mail dans la mesure du possible. Je tiens également à remercier nos trois intervenants pour leurs apports qui sont une nouvelle fois très riches. Et j'espère pour vous, auditeurs, que vous avez trouvé des idées pour créer votre stratégie de sortie de crise. C'est vraiment l'idée de cette série de webinaires.
Le prochain épisode de ces sessions aura lieu le 18 mai, lundi 18 mai à 11h30. Ça sera consacré aux pays nordiques, qui sont des clients fidèles des vins français. Ces pays sont caractérisés par la présence de monopoles et pour la Suède, un choix de gestion de l'épidémie opposé de la France. Donc on aura probablement des choses intéressantes à vous dire sur ces sujets-là la semaine prochaine. Après nous avoir quittés, vous pourrez remplir un formulaire de satisfaction. J'insiste sur ce point. On a pu adapter nos interventions grâce aux réponses que vous nous avez faites depuis le début. C'est aussi très riche pour nous de voir que vous nous allouez des notes autour de 8 à 8,5 sur 10 par rapport à nos satisfactions. C'est une belle reconnaissance pour l'apport que nous vous faisons. Nous vous remercions et nous vous disons à la semaine prochaine, lundi 18 mai 11h30. D'ici là, portez-vous bien et continuez de vous renseigner au quotidien sur le site vitisphère.com.